Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de valeurs écologiques, de réseaux sociaux, d'influence et d'organisation dans un quotidien bien chargé, avec Pauline, alias l'ananas blonde, freelance, créatrice de contenu et surtout une humaine engagée qui a plein de bons conseils à partager. Et du coup, avec Pauline, dans cet épisode, on a parlé de comment devenir celle qu'on admire, de ces 3 conseils clés pour se créer une vie perso et pro, écologique pour soi et pour les autres, des coulisses de l'influence éthique, de la méthode à connaître absolument pour faire des choix de consommation conscients, et de comment accepter que ses proches n'aient pas les mêmes engagements tout en restant intègre malgré ses incompréhensions et ses jugements. Vous allez voir, c'est un épisode hyper riche, rempli de belles réflexions et de conseils concrets à appliquer. Donc j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à le partager autour de vous, que ce soit en envoyant le lien à un ami, par SMS, par mail, par tout ce que vous voulez, ou en faisant une story sur Instagram en nous taguant avec Pauline. Il vous suffit de faire une petite capture d'écran, de nous taguer, vous avez les noms dans les notes de l'épisode juste en dessous. Et puis nous, ça nous permettra de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Donc merci d'avance pour votre soutien et je vous laisse pour notre belle conversation. Bonjour Pauline, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Salut Pêche, moi aussi je suis ravie d'être là. Merci d'avoir pensé à moi pour cet espace. Pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien nous partager qu'est-ce que se disait la petite Pauline sur l'adulte qu'elle serait? Est-ce que tu te souviens de ça? De petite fille? Comment Ça tu commence fort. t'imaginais à ton âge aujourd'hui? Petite, c'était le modèle standard, une maison, une famille, des enfants, un animal de compagnie, un jardin, voilà, voilà, on va dire un peu le cliché, mais moi ça m'allait bien. C'est ce avec quoi tu as grandi aussi? C'est la vision que tes parents t'ont donnée? Oui, oui, tout simplement. Alors moi, mes parents sont séparés quand j'étais très petite. J'ai grandi avec ma mère, mon beau-père, mon frère, et on était dans une maison pavillonnaire avec un jardin et un chat. Donc effectivement, c'est le modèle que j'ai eu le plus sous les yeux. Ça marche. Et du coup, ensuite, t'as fait quoi? T'as eu 14 ans, le brevet des collèges, cette envie-là. T'es partie dans quoi après? C'est quoi les premières parcours de vie que t'as eu? J'étais quand même pas sûre de moi. Du coup, j'étais en seconde. J'avais pris une option éco en seconde, enfin sciences économiques et sociales, parce que j'étais pas encore sûre du parcours dans lequel j'allais m'engager. Et en fait, dans ma tête, je voulais être journaliste. Finalement, je suis quand même allée vers un parcours scientifique parce que mon grand-père maternel, qui est, tu sais, un peu la figure du patriarche, du chef de famille, c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément admiré. Et lui, qui est scientifique, me disait il faut que tu fasses scientifique parce que en fait, même si tu vas pas dans une carrière scientifique, un bac scientifique t'ouvrira toutes les portes. Donc j'ai fait un bac scientifique contre vents et marées parce que j'étais extrêmement nulle en maths, et un peu par défaut, je me suis réorientée, j'ai posé des candidatures. Et enfin un peu beaucoup par défaut, je suis allée dans un DUT génie biologique à Toulon. J'aimais pas spécialement ce que je faisais. Je pensais que ça ne serait jamais mon métier, technicienne de laboratoire. Il s'est avéré que si, finalement. Voilà, il y a eu plusieurs concours de choses qui ont fait que j'ai eu un boulot de technicienne de laboratoire, et en fait, j'ai appris à aimer ce métier-là en travaillant.
Et donc, j'ai exercé en microbiologie, donc c'est l'analyse la recherche de bactéries dans les prélèvements humains, autres que le sang. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Et j'ai adoré, pendant quasiment 12 ans, j'ai adoré ce que je faisais. Ok. Et du coup, pour plonger maintenant dans ce que tu fais aujourd'hui, comment t'es devenue freelance, créatrice de contenu, avec aujourd'hui plein de casquettes, parce que tu as plusieurs métiers en même temps. Tu vas pouvoir nous en parler aussi, peut-être nous expliquer déjà ce que tu fais, et ensuite on parlera aussi de cette organisation, comment rendre son quotidien écologique sur tous les plans, comment allier ses valeurs avec notamment par exemple l'influence, avec son organisation de femmes, de mamans, d'entrepreneurs, etc., qui sont des sujets qui nous touchent beaucoup de plus en plus. Donc, ouais, je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'en parler avec toi. Ouais, ouais, carrément, c'est un vaste sujet. Enfin, c'est deux vastes sujets. On en parlait juste un petit peu avant en off. À la fois comment pratiquer l'influence éthique et à la fois comment, à titre personnel, garder ses valeurs un peu plus écologiques, éco-responsables dans un quotidien, même quand on a la tête dans le guidon. Alors, nous, il faut rétro-pédaler un petit paquet d'années en arrière parce que moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, donc à titre personnel au début. Ouais, je dirais bien 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai plus la date en tête. À l'époque, j'avais créé un compte Instagram et Instagram, c'était vraiment. Il y avait que les posts à l'époque. Il y avait que les posts. Il y avait même pas les stories. Il y avait rien. C'était vraiment les posts. Et c'était des posts pas forcément hyper travaillés, quoi. Donc il y avait. Alors si, il y avait beaucoup de photographes qui faisaient des comptes parce que c'était très visuel. Et en fait, tout au fur et à mesure, les gens se sont appropriés. C'est devenu un peu comme des mini-blogs, en fait, Mhm. où on mettait des photos de nos pieds, de la plage, voilà, et puis on racontait un peu nos vies. Et c'est vraiment là que j'ai découvert l'effet de communauté. Et moi, le soir, quand je me connectais, j'étais contente parce que j'avais l'impression de retrouver un peu une bande de copines. Et donc, au début, c'était vraiment très futile, hein. On se montrait nos derniers vernis à ongles, enfin voilà, nos achats. Alors à l'époque, j'avais aucune conscience écologique, donc voilà, les derniers, enfin le butin des soldes, euh, les restos, etc. Euh, et en fait, là où ça a commencé à prendre un peu plus de l'ampleur, c'est quand moi j'ai voulu adopter une hygiène de vie un peu plus saine. Alors, j'ai arrêté de fumer, je crois que j'avais 24 ans. Je me suis mis un peu plus au sport, à la course à pied, parce que je n'étais pas du tout sportive. Et forcément, après, on rentre dans un cercle vertueux et j'ai voulu un peu manger mieux. Et tout ça, voilà, le jour où j'ai fait mon premier porridge, je l'ai partagé sur Instagram. Quand je faisais des courses à pied, je partageais sur Instagram. Et cette recherche d'une vie un peu plus saine, ça a plu. Ça a pris de l'ampleur. Et vraiment, ça a fait un effet boule de neige. J'ai assez rapidement pris des abonnés. Euh, à partir de 15 000 abonnés, j'ai commencé à avoir mes premières demandes de partenariat. C'était vraiment tout nouveau à l'époque et on n'était pas du tout rémunérés. Les marques nous envoyaient des produits ou nous invitaient à des événements. J'étais toujours technicienne de labo à côté et je comptais pas lâcher ça. Et Comment tu l'as vécu ça? Qu'est-ce que tu t'es dit je te coupe, mais ouais. qu'est-ce que tu t'es dit de tiens, je peux avoir des cadeaux gratuits? Enfin, comment ça a été dans ton esprit vu que c'était tout nouveau? C'est déjà des nouveaux métiers entre guillemets comme on les appelle, mais à ce moment-là, ouais, comment tu l'as vécu? À ce moment-là, j'étais toute jeune et en fait, les seules personnes sur Instagram qui recevaient des produits gratuits, c'était les blogueuses. Mais tu sais, à l'époque, il y en avait peu. Il y avait vraiment, Ouais. c'était les grandes blogueuses. Enfin voilà, je veux dire, à Et l'époque, puis il y avait. c'était surtout des blogueuses mode. Enfin, moi, je me rappelle de cette Oui, époque. oui, c'était C'était le. surtout de la mode et de Oui, la oui, consommation c'est ou du ça. maquillage, et de la beauté. C'était le blog de Betty, c'était Zoé Macaron, c'était Kenza SMG, voilà, c'était des Chloé Pandry à l'époque qui, pareil, n'avait pas cette démarche engagée qu'elle a maintenant. Il y avait Victoria aussi de Mango and Salt. Voilà, mais c'était donc, et en fait, quand j'ai eu ma première demande de partenariat, je me suis sentie un peu hype, quoi, tu vois. J'étais là.
Ah, mais moi aussi, en fait. Alors, pas du tout, je suis une star, mais ça m'avait semblé complètement fou, en fait, que. Une sorte de sentiment d'importance ou de compter ou Ouais, c'est d'être ça. parmi elles. Ouais, je suis un peu dans le game, quoi. Mhm. Et c'était un peu. C'était aussi passer un peu de l'autre côté du miroir parce que moi, enfin, les blogueuses, c'était des personnes que je suivais assidûment. Euh, Avec le recul, oui, il y avait sûrement un désir un peu d'appartenir à ce monde, hein, ouais, c'était du coup, je passais un petit peu l'autre côté du miroir et c'était assez grisant. Voilà, je pense que le mot est bon. Et surtout à l'époque, ça restait Mhm. un loisir prenant. Mais bon, bah, j'avais pas d'enfant, j'avais pas forcément un mec à chaque fois, donc voilà, j'avais le temps de le faire et ça me faisait plaisir de le faire et surtout ça me permettait de vivre des choses que j'aurais sûrement pas pu vivre en temps normal. Je me rappelle un de mes premiers événements, c'était alors pour te dire à quel point je n'étais pas engagée à l'époque, c'était l'inauguration du H&M à Nice et ils avaient fait un concert privé en plein air. Donc voilà. Et puis on avait eu l'ouverture en avant-première juste pour nous du H&M et on avait eu chacune un bon d'achat de je sais plus combien, 100 ou 150 euros pour acheter une tenue pour assister au concert, quoi, tu vois. Donc bref. Donc c'est des trucs, tu te dis, enfin en temps normal, on t'ouvre pas un magasin juste pour toi, quoi, tu vois. Donc voilà. Mhm. Et du coup, comment t'es passé de ouais, c'est un petit truc à côté qui me fait plaisir, voilà, qui me génère des émotions assez sympathiques, à c'est mon métier. Bah déjà ça a continué à grossir en fait. Ensuite, il y a eu, au bout d'un moment, il y a eu vraiment, il y a eu j'ai eu des propositions de partenariat rémunérés. Donc je me suis dit, Mm. ah, en fait, effectivement, ça peut devenir un second métier, enfin une seconde activité. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise avec l'accord de mon premier employeur. Mais c'est toujours dans l'idée de combiner les deux. Enfin voilà, j'avais déjà rencontré mon compagnon à l'époque et lui-même avait deux métiers. Il avait son métier, il avait son activité professionnelle dans l'équipement sportif et il était pompier volontaire. Donc voilà, moi ça me semblait pas incohérent d'exercer deux activités et voilà. Et effectivement, en plus, il y a eu vraiment comment dire, il y a eu un changement à cette époque où en fait euh, en fait au début c'était presque honteux de demander une rémunération. En fait, c'était genre Mm. oh, non mais la marque elle m'offre des trucs et c'est trop bien et j'ai pas le droit, tu sais, une sorte de manque de légitimité, j'ai pas le droit de demander une rémunération. Et par contre et je me rappelle, on était un peu encouragés justement par les plus gros blogueurs, les plus gros influenceurs qui nous disaient si ce que tu fais, tu leur apportes de la valeur. Et s'ils viennent te voir, c'est que tu as en droit de demander une rémunération. Donc il y a eu un petit peu ce shift. Et puis après, là, en fait, ça s'est vraiment installé comme profession. Les marques ont compris que tout travail mérite salaire. Donc voilà, il y a eu ce truc-là. Euh, et en fait, là où il y a eu commencé à avoir un tournant dans mon esprit, c'est quand mon activité professionnelle a commencé à ne plus remplir mon réservoir émotionnel, en fait, à Mm. moins me convenir. Voilà, il y avait eu le métier de technicienne labo avait énormément évolué en 10 ans. Et on avait, alors moi je travaillais dans le privé, on avait un rythme très 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 cadencé. Moi ça m'allait parce que j'ai un côté hyper actif, ça m'allait au début. Et un peu en vieillissant et en évoluant, voilà, je me disais, il y a peut-être autre chose en fait derrière. Moi, au niveau personnel, c'est vrai que j'avais commencé à vachement évoluer. J'essayais alors tout doucement, c'était vraiment vers le bien-être en fait, où le côté sport, nutrition, bah, c'est plus parti vers un côté santé holistique. Mm. Euh, et ensuite, après, j'ai eu ce déclic écologique. Et en fait, De quoi? Le déclic écologique, tu l'as eu comment? je l'ai eu avec une. Alors, d'abord, il y a eu des graines.
Déjà, il y a eu des graines j'ai commencé à manger bio, donc à aller dans les magasins bio. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, je transfère mon riz dans des bocaux, donc pourquoi ne pas directement aller acheter en vrac, en fait? Il y avait une marque qui m'avait envoyé des cotons lavables et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même très pratique cette chose. J'ai acheté moi une cup. Enfin voilà, il y a eu des petits trucs. Et vraiment, le tournant, ça a été une conférence sur les déchets organisée par le Cytomate, qui est à Toulon, l'organisme qui s'occupe des déchets de l'aire toulonnaise et qui est très actif dans la sensibilisation. Et vraiment, la conférence, il y a eu un avant-après. Je suis sortie de là, je me suis dit, on peut plus commencer comme ça. Et j'ai commencé à foncer tête baissée vers une démarche zéro déchet. Spoiler, je me suis pris un mur. Mais Comme on est beaucoup à se le prendre, quand, ouais, ouais. ça fait Et beaucoup et ça crée... ça crée des challenges, ça change des habitudes. Mais après, on va y revenir pour le côté perso. Et voilà, j'avais vraiment un changement d'état d'esprit de manière, sur un peu global. Et donc, j'étais dans cet entre-deux où j'avais envie d'une vie peut-être plus alignée. Mon métier me plaisait moins. Et je m'étais toujours dit, si le dimanche soir, je commence à ressentir du blues, là, ça pue, il faudra me remettre en question. Et ça commençait à puer. Et, et voilà. Et ce métier-là, cette deuxième activité qui prenait de l'ampleur. Mais voilà, et j'en parlais à chaque fois en me disant, j'aimerais bien me lancer, mais sans oser franchir le pas, en fait. J'y croyais pas moi-même, en fait, quand je disais ça. Et ce qui m'a fait me lancer, ça a été l'arrivée de mon fils, en fait, où à la fois je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire ces deux activités-là. Enfin, c'était plus possible avec la maternité, j'avais plus le temps. Et à la fois, en fait, la maternité, ça m'a donné une grande force et un grand courage. Et je me rappelle m'être dit, j'ai envie que mon fils y voit une mère épanouie, qui s'éclate et qui est contente de ce qu'elle fait quand elle va le chercher après l'école. Et, et ça a été ça. Ça a été ça le déclic qui a fait que après, quand il a eu 6 mois, j'ai posé ma démission et je me suis lancée à mon compte. Ça a été un pari parce que j'avais aucune aide, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Mais bon, je me disais, j'avais fait un chiffre d'affaires qui était pas dégueulasse en faisant ça à mi-temps, on va dire, qui me permettait pas encore d'en vivre, mais je me suis dit, bon, Paris, se dire à temps plein, est-ce que je peux pas le doubler? Là, ça me permettrait d'en vivre. Et le pari a été relevé dès la première année, donc c'était chouette. Génial. Ouais, c'est souvent les déclics, c'est soit des élans de vie, tout comme là, toi, ton Ouais. fils. Et c'est vrai que les enfants, ça revient très, très souvent dans les entrepreneurs que j'accompagne. Quand on creuse un peu leur histoire, leur pourquoi, il y a souvent effectivement les enfants à arrêter d'être dans une vie qui a coché les cases, qui fait plaisir à papa, à maman, à la société, et puis faire en sorte que ces enfants soient fiers d'avoir cette maman-là, notamment la plupart du temps. Ou bien c'est au contraire vraiment la douleur, la souffrance et le j'en peux plus en fait. Et sinon je vais exploser ou imploser. Et du coup j'y vais et je me lance. Et c'est vrai que c'est beau quand c'est comme pour toi des événements joyeux qui donnent une force et un élan et un Ouais. courage d'y aller, d'oser, de s'écouter. Et c'est vrai on est dans une ère là où c'est pas facile, mais c'est plus simple qu'avant de se lancer, d'y arriver à partir du moment où on arrive quand même à se différencier, à s'écouter, à montrer sa singularité parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Donc c'est là où voilà, moi je le vois chez mes clientes, faut trouver l'équilibre Ouais. entre les deux. Et, euh, et c'est beau que ouais, toi tu t'es écouté cet appel-là. Ouais, il y a eu un petit peu du négatif aussi, hein, dans ce que, parce que Oui, comme dit, tu avais quand même ton métier qui te déplaisait. ouais, j'avais fait un début de burn-out un peu avant ma grossesse, mais c'était pas. En fait, il y avait des facteurs personnels aussi. C'est que je commençais à me sentir un peu pressée comme un citron par la machine. Je travaillais beaucoup et sans reconnaissance, en fait, que ce soit pas forcément financière, mais même morale. Et c'était une période de ma vie où j'étais
où j'étais malheureuse parce qu'on était en démarche de PMA et que ça marchait pas, justement. Et forcément, quand ton socle n'est pas stable, voilà, ça s'effrite et mon corps m'a parlé à temps et j'ai réussi à l'écouter à temps et à me poser. Et quand je suis revenue au boulot, on a eu une longue conversation avec ma direction qui m'a écoutée, qui a fait des changements. Donc bravo à eux de ce côté-là. Et en fait, après, il y a eu, après, voilà, il y a eu plein de choses. Et puis finalement le projet bébé a fonctionné. Mais disons que ça avait été une alerte, ça a été une alerte avant. Ouais. Et je pense aussi que, comme tu disais, c'est plus facile maintenant de se lancer. Alors oui et non, parce que je pense que si on n'a pas des périodes où on s'arrête, c'est compliqué de se remettre en Oui, question. Et c'est pour ouais. ça qu'il y a eu typiquement le confinement pour beaucoup de personnes, il y a eu des remises en question. Moi, ça a été ma grossesse pathologique, en fait, comme c'était c'est une grossesse qui a été compliquée à obtenir. À partir de 4 mois et demi, j'étais en arrêt en fait. Et j'ai repris que quand mon fils avait 6 mois. Donc j'ai eu, on va dire, j'ai eu 1 an en fait. Alors, on peut pas dire sans rien faire du tout, mais on va dire les 6 premiers mois, oui, parce que c'était je préparais cette grossesse en fait. Donc là, oui, j'étais au calme à la maison et j'ai eu le temps de lire, de faire de l'introspection. Bon, après, quand mon fils était là, je n'étais plus du tout. Mais ça permet aussi voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Mais le tremplin, oui, ça a été son arrivée. Cette force, Ouais. ce courage, ça a été lui qui me l'a donné. Oui, effectivement, c'est facile quand tu as des événements, on va dire, extérieurs qui te poussent à t'arrêter. Mm. La grossesse, le Covid, X ou Y. Et je pense que ça, enfin, c'est pas je pense, c'est ça demande un courage et une force immense de s'arrêter quand ça va, quand tu es en Ouais. train de pédaler, tracer sur ta route et tu dis, ça va peut-être pas aussi bien, là, ça commence Mm. à couiner. Et là, il faut du courage pour s'arrêter sur le bas-côté et se demander où est-ce que je suis en train d'aller. Mm. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire avant de foncer dans un mur, à force de pas regarder vraiment là où on va et de s'en foutre et juste de pédaler le plus vite Mm. possible. C'est là où on se prend vraiment des murs et là où c'est le plus douloureux. Et, euh, et ouais, écouter les signaux faibles, je pense que c'est un très, très, très précieux conseil que tu nous rappelles là. Donc, merci pour ça. Et ouais, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ressentent peut-être cette pointe de doute, de lourdeur, d'inconfort, de pas être à votre place, prenez le temps de mettre sur pause, ne serait-ce que un week-end en entier avec vous-même, avec un carnet, un stylo Mm. et écrivez et déversez et ressentez. C'est hyper précieux en fait de s'offrir ça. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Et si ça se trouve, tout va bien, c'est quelques peut-être petits ajustements à remettre en place. Et si ça se trouve, en fait, ça va vraiment pas. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, moi j'accompagne des entrepreneurs qui sont lancés depuis 5-6 ans et qui ressentent aussi le fait de plus être aligné avec ce qu'elles font, d'être la tête dans le guidon, d'être la tête dans les chiffres et l'argent et les clients et Mm. patati et patata et les problèmes à résoudre. Et en fait, bah, il y a quand même des ajustements à faire. Et donc là, il y a plein de personnes pour vous aider, que ce soit bah voilà, des coachs, des thérapeutes, Mm. on est là pour ça. Et ouais, se donner ce courage-là, c'est une sacrée force. C'est Ouais, s'autoriser à ouais, c'est ça. s'arrêter. Et c'est hyper dur dans une société où en fait on te pousse tout le temps à la productivité Ouais. et où l'échec n'est pas valorisé, alors que l'échec, bah, c'est pas grave en fait. Mais Mm, mm. ouais. Et en même temps, il y a une part de responsabilité interne aussi de, oui, beaucoup de personnes croient ça, oui, on nous l'a rabâché pendant des dizaines d'années, mais c'est peut-être à nous aussi de prendre la responsabilité, de le remettre en question, de Mm. créer ces nouvelles croyances, ces nouvelles normes, ces nouvelles règles, et d'aller peut-être contre vents et marées parfois, et en même temps, on est de plus en plus nombreux aussi à prôner d'autres choses, d'autres manières de penser, d'agir, d'entreprendre, de vivre, tout simplement, et de s'entourer de personnes comme ça qui nous portent, qui nous comprennent, Mm. qui nous valorisent et nous soutiennent. Euh, et puis, ouais. euh, Créer son truc à soi qui nous correspond vraiment. Donc reprendre aussi la responsabilité, ne pas se créer de la culpabilité évidemment, Mm. mais tiens, qu'est-ce que moi dans cet état-là, j'ai envie de penser, j'ai envie de faire, j'ai envie de croire Mm. et Mm. vers où j'ai envie d'avancer, tu vois. C'est facile de dire ouais, c'est la société. Oui, et du coup, tu te laisses subir Mm. le truc, quoi. Peut-être pas forcément. Mm.
Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu as réussi à créer cet équilibre de vie, justement, après cette période compliquée pour avoir ton enfant, de quasi burn-out? Euh, Comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Parce que tu as continué à travailler, tu as eu ces envies plus écologiques aussi, tu t'es lancé à ton compte. Comment ça s'est passé? Hmm. Alors moi, on va dire au niveau écologie personnelle, et enfin, on va dire au niveau personnel, parce que tout est un peu lié. Ouais. Euh, comment dire, le déclic écologique, donc c'était cette fameuse conférence sur les déchets, et c'était avant d'être parent. Hmm. Donc en fait, toute cette démarche euh, plus écologique, on va dire, et ça a été, je l'avais déjà enclenché avant d'être mère, même avant de vouloir être mère de mémoire. Euh, donc, on avait déjà des bases. En fait, enfin, oui, parce que moi, je suis la locomotive, mais j'ai un chéri qui suit. Il est pas moteur de ça, mais il freine pas non plus, quoi. Je veux dire, il est, Hmm. voilà. Et Euh, je te coupe juste, c'est intéressant parce que je pense que pour beaucoup de femmes notamment ou de conjoints X ou mm. Y, hein, ça peut être d'homme à homme, mais tu vois, comment toi tu vis le fait que ce soit toi la locomotive? Ah, pas, enfin, c'est vrai que des fois, j'aimerais qu'il soit plus impliqué. Hmm. Euh, mais après, je me rappelle que c'est moi qui ai initié ça. C'est mes valeurs, c'est mes propres prises de conscience, c'est mon chemin. C'est pas le sien. On peut pas obliger les autres à emprunter notre chemin. C'est déjà chouette qu'ils veuillent bien faire un bout de chemin avec nous. Je pense que mon compagnon, j'espère qu'un jour il aura ses propres déclics. J'espère qu'il aura son propre cheminement. Il fait déjà des choses mieux, mais pas forcément tout le temps. Et après, on va dire, je pense que c'est un peu, enfin, sans parler d'écologie, en fait, c'est la définition propre du couple. En fait, le couple, c'est, enfin, à mon sens, pour bien vivre en couple, il faut accueillir l'autre dans son altérité. Donc, Hmm. avec ses qualités, ses défauts, ses valeurs, ses prises de position, ou son lâcher prise. Et bah, c'est un peu comme ça qu'on arrive à faire la popote et à trouver l'équilibre. Donc voilà, je le vis. Enfin voilà, c'est comme ça. Après, je sais que il y a eu des choses où on va dire par A plus B de lui-même, il s'est dit ah ouais, en fait, c'est vachement mieux. Typiquement la seconde main, quand on a dû meubler toute la chambre de notre fils, qu'il a vu que ça revenait 4 fois moins cher. Il s'est dit ah oui, c'est pas mal la seconde main. Euh, et après, bah, moi, forcément, j'ai rajouté une couche en lui disant bah, c'est mieux, c'est plus écologique parce que du coup, il n'y a pas de fabrication et d'épuisement des ressources. Et pour la santé de l'enfant, c'est mieux parce que, on le sait, les meubles neufs, ça relargue des substances. Les jouets neufs relarguent des substances et même ils contiennent des PFAS, les peluches, le linge, etc. Enfin, les habits. Donc voilà. Euh, et après, il y a des trucs. Tout ce qui est alimentation végétarienne, ça a été plus compliqué à accepter. Euh, Ça, c'est aussi beaucoup plus ancré au niveau culturel. ouais, Et je pense que voir les bénéfices, en fait, on les voit pas. Peut-être si on a des intolérances X ou Y, on voit, on digère mieux, on a plus mm, d'énergie. Mais sinon, c'est tellement ancré culturellement au niveau familial, tu ouais, vois, les schémas familiaux, ils sont aussi là-dedans. ouais, Dans un homme fort, ça mange du mm, steak, je sais pas quoi. Ben, en fait, tu te mets presque en marge de la société. Quand tu achètes de seconde main et que tu fais des économies d'argent, ben, c'est cool, tout le monde va te le mm, comprendre. Par contre, quand tu dis, ah non, moi au resto, je mange des pois chiches à la place et du riz à la place du steak, mais t'es qui, nanana. ouais, Je pense que c'est aussi dans son identité, enfin, mm, dans l'identité de beaucoup de personnes, difficile de faire ce changement-là. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est même pas. En fait, j'ai pas essayé de le changer. Mm. C'est que à nous, notre équilibre, on va dire, enfin notre fonctionnement familial, c'est que on a chacun des tâches attribuées.
Voilà, à la maison, on a chacun des tâches attribuées. Bon, des fois, il y en a un qui vient un peu en secours de l'autre, mais de manière générale, voilà. Et tout ce qui est cuisine, c'est moi qui gère. Voilà, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais. Alors par contre, tu vois, après il y a des trucs, genre c'est moi qui fait une partie des courses, lui il en fait une autre, mais c'est avec ma liste et c'est moi qui cuisine, tu vois. Après, bon, par contre pour d'autres postes, ça va être organisé différemment. Mais en tout cas, voilà, la cuisine, c'est moi qui cuisine parce que bah, c'est moi qui cuisine mieux, voilà, tout simplement. Euh, et en fait, moi, je lui ai tout de suite dit. Et enfin voilà, moi je vais devenir végétarienne. Alors c'est pareil, ça n'a pas été du jour au lendemain, c'est que j'ai arrêté progressivement. Moi je vais devenir végétarienne et je ne suis désolée, mais je ne cuisinerai pas deux trucs différents. C'est déjà assez voilà. Par contre, toi, si tu veux te faire cuire un steak, un blanc de poulet ou prendre du jambon, grand bien te fasse, mais c'est pas moi qui vais te le faire. Mais après, tu peux très bien prendre le plat que j'ai fait et te rajouter un truc à côté. C'est ce qu'il a fait au début. C'est ce qu'il a fait au début. Souvent, il se rajoutait une ou deux tranches de jambon, il se faisait cuire un steak à côté. Et puis, il l'a fait de moins en moins jusqu'à plus du tout le faire. Et alors, sachant que mon chéri n'est pas végétarien, dès qu'il mange à l'extérieur, il va prendre de la viande ou du poisson. Et en fait, enfin bref, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, jusqu'au jour où on était avec des potes. Et il sort ça, et enfin d'un coup il dit ah, mais on peut très bien faire des repas sans viande. Je l'ai regardé, je dis où est mon mec? Vous l'avez changé? Mais Mais qui êtes-vous? qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Et, et voilà, donc ça c'était au niveau du végétarisme. Je suis partie vachement loin, je sais plus où c'était la Ouais, question. mais c'est hyper intéressant parce que ouais, mais c'est des dilemmes, on va dire, qu'on rencontre tous, que ce soit notre compagnon de vie, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis X ou Y, ben, c'est chouette et voilà, ça sème des graines, donc ça, c'est cool. On parlait effectivement plus d'organisation dans ton quotidien et même là, au-delà de ça, moi, j'aimerais vraiment qu'on parle aussi de comment tu allies aujourd'hui ta casquette d'influenceuse qui, dans l'imaginaire collectif, et même si c'est le cas, c'est ton métier de parler de produits, Ouais. de mettre en avant des marques, d'une certaine manière, on peut le voir comme pousser à la consommation, et en même temps d'avoir du coup ces valeurs écologiques et cette conscience écologique vraiment fortement engagée. Tu vois, comment aujourd'hui tu vis ton métier? Euh, Alors déjà, quand on est... Alors moi, j'aime bien dire créateur de contenu plutôt qu'influenceur parce que pour moi, et Ouais. je peux parler pour beaucoup de mes consoeurs, parce qu'on tient le même discours, pour nous, influenceurs, c'est plus des gens qui sont issus de la télé-réalité. C'est pas, je trouve, que ce n'est pas la même façon d'exercer le métier. Mhm. Pour moi, un influenceur ou une influenceuse va avant tout se servir de son image pour euh, vendre des produits Ouais. euh, ou pour créer du contenu. Tout simplement, ça va être beaucoup des posts ou des réels autour de sa personne ou sa famille quand c'est des influenceurs. C'est très auto-centré. Ouais. C'est très auto-centré et en même temps, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui regardent comme au Mais lieu de... c'est du divertissement. Ouais, C'est comme tu as la série à la télé. c'est ça. Ouais. Comme ils regardent à la télé. Alors, je précise à aucun moment, ce sont des constats. Vraiment, ce sont Oui, pas c'est des ça. On en jugements. a besoin. Et moi, la première, ça m'arrive de regarder X ou Y qui lui juste partage sa vie pour partager sa vie. Voilà. T'as zéro rien derrière, t'apprends Ça que dalle. comble un peu notre truc Par de contre, voyeurisme, ouais. c'est ça. Vendredi soir, quand t'es un peu fatigué de ta semaine, bah, en fait, ça fait du bien de poser le cerveau à côté. Ouais, et puis c'est aussi euh, pourquoi les vlogs d'août de Lena Situation ont autant d'intérêt? Parce qu'elle nous ouvre les portes de son intimité, de son groupe de potes, Mm. de son métier aussi. Et voilà, donc c'est une forme maintenant qu'on a de divertissement. Et, euh, et pour moi, un créateur de contenu ou une créatrice de contenu, c'est quelqu'un qui va bien sûr se servir de son image, mais va plutôt essayer d'apporter une valeur ajoutée à ses contenus. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un créateur de contenu food,
il va faire des recettes de cuisine. Voilà, tout simplement. Un créateur de contenu mode va faire des looks, que ce soit des looks classiques ou des looks avec de seconde main, où va nous apprendre à chiner, à trouver les bonnes marques, à associer les pièces, les basiques, etc. Et Donc, il y a un apport de conseils, de ouais, réflexion, il y a un d'astuces. intérêt pour la personne qui regarde. Exactement, d'astuces aussi. Voilà, quand on va parler d'écologie, on va donner des astuces d'écologie du quotidien, mais aussi donner de l'information. Pourquoi notre argent pollue, pourquoi il est important de choisir une banque éthique qui n'investit pas dans les énergies fossiles. Ouais. Comment ça fonctionne un fournisseur d'énergie verte, parce que c'est hyper nébuleux en fait. Voilà, donc il y a ce côté apport d'information et apport de valeur ajoutée. Moi, c'est comme ça que je fais la distinction Mais je te rejoins tout à métiers. fait. J'ai utilisé ce terme exprès pour qu'on puisse aller sur ce sujet qui effectivement est très très important. Ouais, et maintenant, comment on fait ce métier de façon éthique? Alors pour moi, il y a deux pans. Déjà, comme je disais, en fait, un créateur de contenu, un peu comme un influenceur, se sert de son image. Et tu ne peux pas incarner. En fait, on incarne ce qu'on est. Et si ta vie, enfin, je veux dire, si ta vie, c'est pas la même que ce que tu mets à l'écran, il y a un quoi que c'est pas aligné, c'est pas honnête, et ça se voit en fait. Enfin, c'est pas. Oui, et puis même, c'est pas tenable très longtemps. Pour Non, non, toi, non. t'es complètement schizophrène. L'idée, c'est pas de jouer un rôle non plus, quoi. Donc, donc forcément, quand déjà dans mon quotidien, j'ai un mode de vie un peu plus minimaliste, enfin encore minimaliste, encore, enfin, j'ai un mode de vie où je ne surconsomme pas, où j'achète de la seconde main, où je vais moi-même, quand j'ai envie de quelque chose, je vais réfléchir avant d'acheter, je vais me dire est-ce que j'ai pas la même chose, à quoi ça répond ce besoin, enfin la fameuse méthode bisou pour réfléchir son achat de Marie Dubois et Herveline Giraudot. C'est quelque chose que j'applique tout le temps dans mon quotidien. Est-ce que je peux le trouver vers une marque éthique? Est-ce que je peux l'acheter de seconde main? En fait, quand je vais avoir envie, besoin de quelque chose, c'est toujours me dire quelle est l'alternative la plus juste pour moi? Parce qu'il y a aussi l'aspect financier, hein, bien sûr. Mais voilà, est-ce que je peux pas le trouver en reconditionné? Est-ce que si? Donc c'est quelque chose que j'applique tout le temps dans mon quotidien. Réduire ses déchets, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. C'est des gestes qui sont ancrés en fait. Voilà, avoir un compost, acheter. Alors, acheter en vrac, je le fais beaucoup moins depuis que mon fils est là. Voilà, disclaimer, la maternité fait faire un peu un rétropédalage des fois. Mais prendre un fournisseur d'énergie verte, changer de banque, enfin voilà, etc. C'est des choses déjà qu'on fait. Donc forcément, mais pour revenir à la consommation, quand nous-mêmes on a cette réflexion d'achat en fait en amont, on va la voir dans notre façon de travailler. On va la voir dans notre façon de sélectionner nos partenaires en fait. Quand une marque nous approche, on va regarder, ok, alors qui est cette marque? Qu'est-ce qu'elle propose? Comment c'est fabriqué? Avec quoi c'est fabriqué? Moi, c'est une question que je me pose toujours, c'est est-ce que je l'achèterai? Dans le sens où est-ce que c'est quelque chose qui peut m'être utile à moi, ou aussi est-ce que c'est quelque chose qui me plaît aussi, si c'est par exemple un vêtement, je pense, ou est-ce que c'est quelque chose que j'achèterais dans le sens où est-ce que c'est accessible financièrement? Parce que, enfin voilà, typiquement, une crème de jour à 80 euros, ça peut être la meilleure crème du monde. Moi, je ne peux pas mettre financièrement 80 euros dans une crème. Et je ne peux pas du coup conseiller à ma communauté d'acheter cette crème. C'est ça. Voilà. Donc en fait, quand tu dis ça, c'est tu fais preuve tant de réflexion pour toi-même que d'empathie envers ta communauté parce que tu la connais, tu sais qui te suit. Ouais. Un peu comme si c'était tes clients, si tu étais entrepreneur plus classique, prestatrice de services, par exemple, naturopathe, prof de yoga, tu te mets à la place de tes clients et tu te demandes est-ce que c'est pertinent pour il et elle? Est-ce que ça les intéresserait? Est-ce qu'ils Oui. achèteraient ça aussi? Et encore, ça reste mon propre prisme parce que finalement, il peut y avoir des gens qui ont plus de moyens ou tout simplement qui
qui pour eux font passer leur skincare en priorité. Pour eux, c'est leur priorité, c'est ce qui les fait se sentir bien. Et pour eux, c'est un budget qu'ils pourraient mettre. Tu vois, voilà. Après, on va dire, c'est mon filtre à moi. Donc voilà, il y a toute cette recherche de se dire. Ok, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette marque pour ce qu'elle incarne, pour ses valeurs, pour ce qu'elle propose, et forcément, est-ce que ça va intéresser ma communauté? Mais si ça m'intéresse moi, en soi, c'est logique que ça intéresse ma communauté. Donc il y a ça, il y a déjà, on va dire le quoi. Après, il y a le comment. En influence éthique, personnellement, j'essaye au maximum d'éviter les promotions flash. Voilà, genre les codes promo valables que 15 jours. Parce que c'est un pouce à l'achat, cette notion d'urgence. Je préfère largement travailler avec des partenaires à l'année ou avec des codes promo à l'année. Après, ça arrive encore des fois, et c'est des petites piqûres de rappel de se dire, ok, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu un peu mieux définir avec la marque en amont. Là, c'est arrivé il y a pas longtemps, mais c'est parce que ça s'est croisé avec une offre qu'ils faisaient en novembre. Du coup, en fait, mon code promo n'a pas pu être actif très longtemps, et je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, bon, à refaire, peut-être mieux en parler avant. On n'est pas parfait, on est des humains, on fait des erreurs, mais dans tous les cas, au pire, si si les gens n'ont pas acheté, peut-être que ça leur reste en tête, se dire, ah, ok, si j'ai besoin d'une alternative, bah, un jour, j'aurai ça. Et d'ailleurs, j'ai très souvent des gens qui me demandent des codes promo de collabs que j'ai fait il y a 6 mois, 1 an. Donc, c'est pour ça que j'essaye au maximum de bosser sur des choses au long terme. Et même dans le discours, en fait, dans le discours que tu tiens, l'idée, c'est pas dire il y a une offre exceptionnelle, il faut absolument pas le rater. Il y a des façons de dire, d'aborder les choses et justement de pas pousser à l'achat. Voilà, il y a des façons de tourner les choses. Dire si vous en avez besoin, pensez que même au niveau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui aiment bien qu'on mette le code promo dès le début. Bah, moi, je préfère le mettre à la fin. Alors oui, il y aura moins. Ouais, et puis même, enfin, moi je sais que j'ai du coup à la fois la casquette de coach d'entrepreneur et créatrice de contenu, et moi je sais que ça me gêne, ça fait vraiment promotionnel, mais dès le départ, Ouais. alors qu'à la base, tu as vraiment sincèrement envie de parler juste de ce produit ou de cette marque, parce que c'est une chouette marque, parce qu'ils se sont engagés, parce que c'est une super alternative à plein de choses qu'on consomme plus facilement ou qui sont euh, plus démocratisé, on va dire. Et puis là, ça fait Ouais. une autre manière de consommer. Et c'est cool. Et rien que pour ça, t'es content. Mm. Et puis en plus, t'as un code promo, c'est chouette pour tes abonnés. Peut-être que parfois il est affilié, du coup, tu gagnes une petite Mm. commission dessus. Moi, je sais que, d'ailleurs, je serais heureuse d'avoir ton avis là-dessus. Euh, Parce que mine de rien, quand on est payé à l'affiliation, il y a quand même derrière, quand notre salaire, et j'imagine que pour toi, c'est peut-être encore plus le cas, parce qu'autant moi, la grosse partie de mon salaire, ça reste le coaching, l'accompagnement d'entrepreneurs. Mais pour toi, où ton salaire est quand même majoritairement basé sur l'influence ou la création de Mm. contenu, euh, est-ce que tu arrives à toujours être payé au fixe plus avoir de l'affiliation, par exemple, ou est-ce qu'il t'arrive quand même d'avoir juste de l'affiliation, c'est-à-dire de toucher un pourcentage de ce que peut-être les gens vont acheter grâce à ton code promo? Alors, c'est extrêmement rare que j'accepte des affiliations simples. Hmm. Euh, Parce que justement, enfin, moi j'estime que en tant que créateur de contenu, on travaille sur l'image de la marque dans un premier temps et pas sur de la conversion. On n'est pas des Ouais, on vendeurs. n'est pas vendeur. On n'est pas vendeurs. Alors oui, mais en même temps, la marque, quand elle investit dans une communication auprès d'un créateur de contenu ou d'un influenceur, elle attend un retour sur investissement, et ce qui est normal. Donc là, c'est toute la pédagogie d'expliquer aux marques. Alors j'entends les marques qui se lancent dans le marketing d'influence, de leur dire, écoutez, moi je serais ravie de travailler avec vous. Par contre, vous aurez des retours, ça c'est sûr. Par contre, vous en aurez peut-être pas dans 15 jours. Vous en aurez dans 6 Ouais. mois, 1 an, etc. Moi, j'ai vraiment mettre mon image au service de votre image, en fait. Et vous faire rayonner auprès de ma communauté. Sachant que ma communauté a une réflexion d'achat. C'est pour Hmm. ça que, voilà, je veux dire, c'est pas des. Ils vont pas cliquer tout de suite ou quoi que ce soit, ou ils vont cliquer juste pour voir.
Et c'est pour ça que des fois, l'acte d'achat est déclenché quand il y a un réel besoin, en fait, une utilité, etc. Donc ça, c'est toute une pédagogie à avoir. Après, ça m'arrive d'accepter de l'affiliation simple quand c'est des petites marques qui ne peuvent pas, vraiment pas allouer un budget fixe. Et encore maintenant, je préfère finalement fonctionner en leur faisant un minuscule prix, voilà, plutôt que de l'affiliation. De manière générale, j'ai très très peu d'affiliation simple. Voilà, c'est beaucoup un fixe plus de l'affiliation ou un fixe simple ou voilà. Sachant que dans tous les cas, il y a aussi quelque chose dont on parle pas forcément, mais qui fait partie des dessous du métier. Je me réserve le droit d'annuler une collaboration si le produit ou le service ne m'a pas plu. Et ça, c'est marqué dans mes conditions générales de vente. Parce que c'est hyper important pour moi de parler d'un truc qui me plaît et voilà. Et des fois, ça m'arrive même d'acheter moi-même le produit, de le tester et de me dire ah, en fait ça c'est génial, en fait de l'avoir acheté à titre personnel et du coup après de contacter la marque. Alors, écoutez, ça fait 6 mois que j'utilise votre produit, je le trouve génial, j'ai envie d'en parler, venez on fait un truc ensemble. Et souvent j'apporte des idées de contenu pour que la marque puisse se projeter, donc voilà. Mais et pour faire le pont avec l'affiliation, ce que tu disais, je pense que le troisième pilier d'une pratique de ce métier éthique, c'est la transparence. Et pour ça, il y a un truc très simple, en fait, qui est à la portée de tous les créateurs de contenu et que je conseille à chaque fois, c'est de passer le certificat de l'RPP, qui est l'Agence de régulation de la publicité professionnelle, qui est un certificat qui coûte de mémoire 50 €. Oui, c'est pas très cher. Ouais, non, c'est pas très cher. Des fois, tu payes. Moi, là, j'avais payé une extension là, il y a pas longtemps, mais ça te remet bien dans les bonnes pratiques, tout simplement, que publicité ou collaboration commerciale, soit on utilise l'option d'Instagram, soit il faut que ça soit affiché clair, net, précis, en haut de la publication et pas en blanc, italique, tout petit, caché en bas, comme je peux le voir souvent, ou sur le côté, que sais-je. Voilà, c'est vraiment un truc de transparence en fait je pense que ça fait vraiment partie de la façon éthique d'exercer ce métier. C'est de pas C'est important tromper les gens en fait. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai aujourd'hui beaucoup plus confiance en certaines personnes que je suis qui l'affichent et qui l'assument, tu vois, et qui mettent, que ce soit dans des vidéos, une partie, bah ça, c'est la partie en collaboration, c'est marqué vraiment Ouais. clairement plutôt qu'une personne où je sens qu'elle est en train de me vendre son truc, qu'il y a un code promo en dessous, que tout est brandé pour cette marque-là, mais qu'à aucun moment il y a marqué collaboration commerciale. Et pourtant, c'est pas des petits créateurs qui découvrent, pardon, qui débutent. C'est les nanas qui ont plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés et qui ne n'assument toujours pas. Ça, c'est une collaboration. Alors qu'en dessous, tu as le code promo affilié et tu le vois parce que il est personnalisé, parce que dans le lien, quand tu as un peu le regard, tu le vois Ouais, tu vois qu'il y a un aussi. truc traqué, ouais. Rapidness, mais et ça vraiment, ça me, à la fois ça me débecte et ouais, ça brise la confiance en fait d'une certaine manière. Bah après, c'est dommage pour eux, mais on va dire, c'est leur problème, hein, parce que d'une, ils s'exposent à quand même 45 000 € d'amende. Voilà, ce qui est quand même. Et puis de deux, bah après, ils perdent la confiance de leur communauté, en fait. Après, je suis sûrement pas la cible, tu vois, il y a plein de nanas qui en ont rien à secouer ou qui le captent même pas ou compagnie. Peut-être ça qui est dommage aussi. Mais ouais, en tout cas, peut-être soyez aussi vigilants sur qui vous regardez et même cette notion de transparence, elle est hyper importante pour n'importe quel être humain ou entrepreneur en tout cas. Transparent dans qu'est-ce qu'il y a dans ta prestation ou pas. Ouais. Moi, je sais que bah, c'est hyper important de dire quand il y a un suivi personnalisé ou pas dans mes coachings, par exemple. La plupart du temps, si c'est un coaching, oui. Dans les formations, bah non, parce que c'est des formations en ligne. Mais si tu as une question, bah, tu m'envoies un mail. La porte, elle est pas fermée. Donc ça aussi, c'est cette notion de transparence, elle va avec la notion d'éthique et d'intégrité. Et ça va pour tous les entrepreneurs, au-delà du créateur de contenu. Ouais, et puis bon, après, malgré tout ça, j'ai encore des gens, des fois, qui me viennent demander en DM, mais c'est vraiment bien comme produit. Mais en fait, j'en parlerai pas si Ouais. c'était nul. Donc, Ouais, enfin, voilà. je comprends que c'est
Est-ce qu'il y a des collaborations que tu regrettes d'avoir fait? Ou peut-être que tu as fait parce que tu avais besoin d'argent sur le coup et tu t'es dit, bah, c'est le seul contrat qui arrive et du coup, je dis oui, même si je suis mitigée. J'essaie de réfléchir. Euh, Il y en a une qui me vient à l'esprit. Effectivement, Mm. que j'avais, alors que j'ai accepté. Alors oui, j'avais besoin d'argent à l'époque, mais c'est surtout que j'ai vu le côté cool du truc et j'ai pas forcément exploré plus que ça. On va dire que c'est plus par manque d'informations. C'était une agence de service à la personne qui faisait gagner 1 an de garde d'enfant. Moi, Mm. forcément, jeune maman, je me dis, bah, en fait, c'est quand même un super cadeau. 1 an de garde d'enfant, voilà quoi. Et puis, que ça soit au niveau facilitant du quotidien, au niveau argent, parce que même s'il y a des aides, ça reste de l'argent. Et je me suis dit, j'espère. Alors, quand c'est des concours comme ça, c'est pas toi qui fais le tirage au sort, c'est sous huissier, etc. Mais je me dis, j'aimerais tellement que ça aide une famille dans le besoin ou une maman solo. Et en fait, beaucoup de personnes en. Mais alors, c'est ça qui est chouette avec ma communauté, et je la remercie, c'est que en 12 ans que je fais ça, j'ai extrêmement peu d'agressivité dans mes DM. Mm. C'est toujours des échanges hyper constructifs. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont pointé du doigt que ce genre d'agence, potentiellement, des fois, euh, était pas forcément ultra éthique. Pas toutes, bien sûr, hein. Je dirais, on va pas tout mettre ensemble, mais que des fois, ça pouvait. Des fois, les employés n'étaient pas bien payés, ou des fois, elles n'étaient pas forcément assez qualifiées. Euh, Mm. voilà, qu'il pouvait y avoir des dérives, que potentiellement, selon les lieux, pouvait y avoir des dérives. Euh, voilà, et aussi les personnes un petit peu. Et puis, il y avait aussi beaucoup de personnes bah, comment dire, d'assistantes maternelles à leur compte, qui n'étaient pas forcément contentes de ce concours-là. Et c'est pas vraiment par rapport au retour négatif que je regrette un petit peu, même si après j'ai eu beaucoup de retours positifs qui me disaient mais c'est génial comme concours. C'est peut-être Mm. effectivement me dire j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus là-dessus. Euh, peut-être que j'aurais accepté tout en connaissance de cause en me disant ok, enfin et encore non en fait non, si j'avais trouvé vraiment des trucs pas ouf j'aurais pas accepté. Voilà, peut-être par rapport à ça, et encore, je veux dire, à tout moment, justement, comme j'ai pas creusé, à tout moment, l'agence avec qui j'ai bossé était complètement transparente, hein. Je veux dire, Mm. 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 voilà. Donc, ouais, il y a peut-être ça. Euh, et après, non, je veux dire, j'ai extrêmement peu de retours négatifs. Et les quelques fois où j'en ai eu, en fait, c'était le prisme de la personne. Ouais. Voilà, c'était Oui, vraiment c'est le. aussi important de conscientiser ça. Bah, chacun, il y en a qui seront contents, il y en a qui Ouais. seront ravis, à qui ça va changer la vie, parce que effectivement, une maman solo, même si la personne, bah, voilà, ça rend service, c'est clé. Et puis il y en a d'autres qui effectivement verront ça sous le prisme de ah bah ça me vole mon boulot Mm, ou c'est pas réglo. Et c'est ok aussi. Et les deux ont raison en fait. oui. Et c'est ça qui est chouette quand on a une communauté bienveillante et soutenante comme les nôtres, Mm. c'est qu'on grandit, même si ça vient sûrement te chatouiller aussi à l'intérieur de la merde, ou quelle image je renvoie, etc. Mm, Parce que ça aussi, j'ai connu des entrepreneurs qui avaient fait des collaborations malheureuses avec d'autres entrepreneurs sans forcément le réfléchir parce qu'ils voyaient l'appât du gain ou la notoriété de l'autre et qui en fait ça leur image en empathie. Donc ça aussi, quand vous faites des collaborations, faire des collabs, c'est génial. Que ce soit quand vous vous lancez ou après 5-10 ans d'entrepreneuriat, c'est toujours des super manières d'échanger des bonnes pratiques, de rencontrer des gens, de partager vos communautés. Et c'est vrai que quand on se lance, je vois chez mes clientes qui sont plus au début de leur aventure, mais en fait, créer des synergies avec d'autres entrepreneurs, c'est magnifique. Et puis ensuite, c'est se créer son réseau mm. aussi. Dans l'entrepreneuriat, c'est vital d'avoir un réseau d'autres entrepreneurs, que ce soit pour parler, pour échanger, brainstormer, ou pour co-créer des choses ensemble et puis créer ces synergies-là, plus au niveau de la communication et de la visibilité. Mais, euh, mais ouais, faire quand même un peu gaffe avec qui on crée des aventures. Oui, oui, complètement. Mais après, je pense que c'est tout là où se dire
quand on est sûr de sa posture, en fait, les avis négatifs ne vont pas t'atteindre. Ça ne veut pas dire que tu vas les prendre en compte. Pas du tout. Je pars toujours du principe que si ça blesse une personne, c'est qu'il y a quelque chose à réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose à repenser, c'est qu'il y a peut-être une maladresse, ou peut-être que c'est son histoire personnelle. Mais c'est à prendre en compte. Il faut pas, je veux dire, à aucun moment, je vais balayer la vie de la personne, sauf si la personne me parle mal. Oula. Le micro est effectivement d'accord avec toi. Petit problème de. On se fera attaquer par son micro qui vient de tomber. Voilà. On parle bien. Voilà, sauf si la personne parle mal ou elle est irrespectueuse. Et ça encore, comme je t'ai dit, c'est extrêmement rare. Ouais. Et ça, je veux dire que ce soit dans la vie quotidienne ou sur les réseaux, je m'amuse pas à perdre mon énergie avec ça. Mais voilà, il y a toujours moyen d'échanger. Et en général, on en ressort plus riche. Parce que d'une part, la personne comprend mieux notre démarche si elle est ouverte et qu'on lui explique. Nous, on comprend la vision de la personne. Mais je veux dire, à aucun moment, si toi tu es ancré, si tu es sûr de ta posture, si tu sais ton choix, ton positionnement, si que, ok, moi, ce partenariat pour moi, il est juste parce que, en fait, ça viendra pas ébranler, ça viendra pas te remettre en question. Tu te dis, ok, je comprends ce que tu me dis, j'accueille. Enfin non, ok, j'accueille ce que tu me dis, aide-moi à comprendre pourquoi, donne-moi ta vision des choses. Ok, on en débat. Maintenant, je t'explique moi pourquoi je l'ai accepté, que tu sois d'accord ou pas. Je veux dire, après, de toute façon, tu peux pas. L'idée, c'est pas de convaincre les gens, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose qui se réfléchit vachement en amont. Et des fois, c'est toujours le truc de se dire, ok, même si j'ai besoin d'argent, quel est le bénéfice? Alors, le bénéfice court terme, on le sait, hein, de l'argent. Ok. Par contre, moyen et long terme, est-ce que ça va me servir ou est-ce que ça va me desservir? Donc, c'est toujours c'est hyper précieux et nécessaire aujourd'hui de réfléchir long terme, que ce soit dans notre consommation, nos achats, nos pratiques, ce que l'on partage sur les réseaux, avec qui on s'associe, etc. C'est clé. Est-ce que là, pour finir, tu aurais peut-être 3 conseils clés qui permettraient à celles et ceux qui nous écoutent de mettre de rendre leur quotidien plus écologique pour eux, dans tous les sens du terme, et notamment quand on travaille comme toi, à son compte? Alors, je vais dire des conseils. C'est pas forcément des trucs que j'applique. En fait, c'est des conseils que je vais dire, mais c'est des conseils pour moi-même aussi, hein, parce que quand je les applique, je me sens beaucoup mieux. Ok. Le truc très bateau, hein, quand on est à son compte, c'est aussi prendre soin de soi, recharger sa batterie. Parce que la créativité, elle viendra jamais quand on est devant son écran d'ordinateur. Donc, savoir faire des choses pour soi. Alors, je parle pas de passer des journées. Enfin, ça peut être juste 10 minutes le matin, méditer. Enfin, ça peut être juste prendre 30 minutes le matin pour méditer, écrire, lire. Voilà, ou se ménager des moments de sport, par exemple. Se planifier des moments avec les personnes qui nous énergisent aussi. Voilà, je pense que vraiment l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et faire attention à sa santé aussi. Alors, bien sûr, c'est des propositions, comme dirait ma prof de yoga, ce ne sont pas des injonctions. Mais c'est vrai que moi, par exemple, un game changer pour moi, c'est quand je me couche tôt. Quand je me couche tôt, pour peu que j'ai bien dormi. Alors, si je me couche tôt et que je suis dans une période où je vais bien m'alimenter, mon énergie, elle va pétarader, en fait. Voilà. Ouais. Mais si c'est des périodes où je dors pas bien, où je suis stressée, où du coup, pour tenir, je vais boire du café, mais là, je vais droit dans le mur, en fait. Je vais droit dans le mur. Donc, voilà, c'est un petit peu. Et je pense que tout ce qui est visualisation, c'est hyper puissant pour ça. Moi, ces petites habitudes, elles sont affichées juste devant mon bureau. Il y a marqué, j'ai envie de me lever le matin un peu plus tôt pour pouvoir faire 30 minutes de routine matinale, tu vois. Enfin, voilà, planifier des moments avec les personnes qui nous énergisent, des trucs comme ça, ou lire un peu plus. Enfin, voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Donc, vraiment, voilà, le premier pilier, c'est ne pas se négliger parce que quand on est entrepreneur, on est tout, en fait. On est tout, on est le socle de notre
j'aime pas dire business, mais de notre activité. Hmm. Euh, Et du coup, je te coupe juste, mais du coup, c'est ton rappel à toi de te coucher tôt ce soir. Et puis pour celles et ceux qui nous exactement. écoutent, dites-nous, dites-nous, envoyez-nous un message sur Insta ou partagez cet épisode en Exactement. story en nous disant qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour vous-même Ouais. à partir d'aujourd'hui, peut-être une nouvelle habitude. Et puis voilà, taguez-nous avec Pauline pour qu'on vous voit et qu'on vous repartage et qu'on vous encourage ensemble, qu'on s'encourage ensemble. Parce que moi aussi, me coucher tôt, c'est game changer pour me lever tôt le lendemain et j'adore ça. Aller marcher aussi tous les jours. Ouais. Moi, c'est la pratique que je m'impose, qu'il vente, qu'il pleuve, tout ce que vous voulez, qu'il neige. J'y vais et voilà. Donc, dites-nous vous aussi en story sur Insta, en partageant ce podcast, quelle est la petite habitude Ouais. qui vous change la vie? Je pense que le second pilier aussi dans l'entrepreneuriat, c'est savoir s'entourer, créer du lien, Mm. parce qu'on est très vite seul. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que quand j'étais technicienne de labo, je bossais en équipe tout le temps. Et d'un coup, passer seul, c'est super dur. C'est super dur parce que on cogite beaucoup plus. On a tendance aussi pour les gens qui sont sujets à la procrastination. Parce qu'il y a il y a des je vais y arriver. Il y a des procrastinations actives et il y a des procrastinations passives. Souvent, Mm. procrastination, on pense à sur le canapé en train de regarder une série. Mais non, des fois, on a un truc à faire, mais en fait, on va s'occuper de 1000 trucs pour pas avoir à le faire. Et en fait, quand tu t'attelles enfin la tâche et que tu t'y mets enfin et que tu as terminé, tu dis, en fait, c'était que ça. Ouais. Voilà. Je pense que créer du lien, savoir s'entourer, c'est chouette. Pour ça, bah, il y a des espaces de coworking qui sont vraiment bien. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont aussi entrepreneurs. Donc, des fois, on se fait des cowork à la maison. C'est chouette, mais ça peut être aussi rejoindre un réseau. Il y a même des réseaux qui se font en distanciel, même si moi, je suis plus réseau physique parce que c'est ce contact Mm. physique dont on a besoin, en fait, surtout quand on bosse dans le digital, en fait. Ouais, les deux sont importants, tu vois, pour moi, parce que tu as aussi plein de réseaux en ligne où, moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est les sortes de mastermind, Ouais. de coaching de groupe, d'accompagnement ensemble, où à la fois tu as ton réseau, tu es entouré de 5, 10, 15 entrepreneurs qui Mm. comprennent, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui veulent avancer, qui veulent autant leur succès que le tien. Et en même temps, tu as une personne qui est là pour te booster, te porter, te coacher, Ouais. t'aider à creuser. Et donc là, pour moi, ça a été game changer aussi. J'ai un cowork à côté, Mhm. un coworking, et en plus de ça, le mastermind, Ouais. l'entrepreneurial, ça a été un déclic et un accélérateur de dingue pour justement Mm. aller là où j'ai envie d'aller. Ouais, ouais, enfin, voilà, je pense que c'est hyper. Par contre, les soirées réseautage, ah, mais pour moi, c'est un enfer. C'est un enfer sur Mhm. Terre. Je peux pas. J'ai pas le caractère pour parler de moi. J'y arrive pas. Je déteste ça. Je déteste ça. Je me sens mal à l'aise. Je sais que ça peut être très utile, mais alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Que j'aime pas, donc je n'y vais jamais. Euh, donc voilà. En fait, voilà, sans avoir réfléchi, je crois que le troisième pilier, se connaître, je pense que ça peut être hyper important. Quand on se connaît, justement, on peut anticiper ces phases de down, ces baisses d'énergie, ou au contraire, les périodes où on va être hyper puissante. Et tu vois, au tout début, on avait parlé de déceler ces signes, en fait, de moins bien pour justement se poser, se remettre en question. Euh, une fois qu'on l'a déjà fait, enfin, quand on l'a déjà fait une première fois, comme j'ai pu l'expérimenter, c'est plus facile de le refaire. Et tu vois, là, j'ai eu un down au printemps dernier où vraiment, j'ai vraiment remis en question mon activité. Déjà, du devenir du métier de créateur de contenu parce que ça s'essouffle. Ça s'essouffle vraiment. Et je suis pas la Tu seule le à ressens comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? bah, beaucoup moins de contrats. Hmm. Mais je ne suis pas la seule, on est énormément à le ressentir. La crise économique aussi est passée par là, c'est qu'il y a il y a beaucoup plus de gens aussi qui font ça, mais il y a moins de contrats, nos tarifs sont constamment négociés. Il y a un gros manque d'engagement des gens. Les gens maintenant consomment du contenu sans prendre le temps de mettre un like ou un commentaire. Et pourtant, moi, no- enfin, et pourtant,
Le problème, c'est que c'est notre seule jauge de savoir si on nous a plu, ça a plu. C'est comme un chef dans un resto. Si personne lui dit que sa cuisine est bonne, il peut pas savoir que sa cuisine est bonne. Donc voilà. Et du coup, ça t'a mené à quoi? Enfin, c'est quoi? T'en es ressorti avec quoi? T'as décidé de continuer? Alors, j'en Parce que suis sortie que je me suis dit ceci et tu sais, j'ai eu une perte d'envie aussi. Il y a ça, plus ma propre perte d'envie personnelle de faire ce que je faisais. Donc voilà, c'est une période qui est très où comme je te disais en off, où je cherche encore et ce qui est normal, hein, comme c'est tout nouveau, je cherche mon équilibre. Lâcher un peu plus la performance, c'est un vaste sujet chez moi. Voilà, se connaître et je suis heureuse de me connaître assez pour avoir compris le signal en amont et d'avoir anticipé et de me dire ok, c'est pas fou, mais pour l'instant je suis pas non plus au bord du gouffre, mais peut-être avant d'être au bord du gouffre, comme j'ai pu l'être avant, peut-être anticiper, peut-être se poser, peut-être avec justement quelqu'un d'extérieur, faire le point, faire le bilan calmement, comme on disait, et voilà. j'ai retrouvé ton chemin. Ouais. Génial. J'ai 3 petites questions pour finir. Si tu devais être encore un peu plus toi, un peu plus vrai, authentique, notamment sur les réseaux, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Ah. J'accepterai ma part d'ombre. C'est quoi? Ma part d'ombre, c'est mes défauts, en fait, c'est mes défauts, c'est mes manques. C'est tout ce que j'ai l'impression, tout ce que moi, de mon œil très exigeante avec moi-même, considère comme des choses pas assez. Et mais c'est beaucoup de choses que j'arrive pas à exposer encore. Ok. T'as un exemple? Si on reste dans le domaine de l'écologie, c'est quand j'achète des produits préparés. Ou c'est quand, une fois par an, on va à McDo. Ouais. Mais je pense que je ferai un épisode de podcast un jour. Parce que le podcast, c'est un espace plus safe, je trouve. Mais j'ai très envie de faire un épisode solo. Tout ce que vous voyez pas, mais qui font de moi une humaine pas parfaite. Et en même temps, ça n'enlève en rien tout ce que tu fais à côté, quoi. Bien sûr, mais Et c'est peut-être ça qui justement te permet de, comme une ouais, petite bouffée qui malheureusement t'en as besoin ou heureusement, mais qui permet de continuer tout ce que ouais, tu fais au quotidien et c'est ça qui impacte. ouais. Mais les réseaux sociaux sont peut-être pas le bon espace pour exprimer sa nuance et son Ouais, ça, je comprends. ambivalence. Ouais, Et le podcast, c'est beau pour ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, ou tout simplement, alors, il y a eu quand même un avant et après, parce qu'on parlait aussi de marquer des pauses et de prendre du temps pour soi. Et je suis allée à une retraite de yoga. Je me suis offert une retraite de yoga. J'en rêvais depuis très longtemps. En septembre, il y a eu quand même un avant-après et des trucs qui infusent. Et je commence à oser plus me montrer vulnérable. Et j'en suis la première à être agréablement surprise de ça. Euh, Voilà, pour ta question Ouais, une. merci. Ça change la vie et je suis heureuse que tu commences à le ressentir, à y goûter, à te l'offrir Ouais. aussi parce que la vie, elle est beaucoup plus légère, douce et simple aussi Mm. quand on accepte tout ça. Et je dis pas que je suis du tout au bout du chemin, mais j'ai fait un petit bout de chemin. Et putain, ça fait du bien. Ouais. Ouais, mais Donc je te le fais vraiment. tu vois, ça reste encore. Alors, je parle pas pour toi, hein, mais chez beaucoup de personnes sur Instagram, je vois que ces personnes arrivent à s'autoriser à montrer ces moments de moins bien, mais il y a toujours une morale derrière, Ouais. tu vois? Oui, il y a aussi le business de l'authenticité, le marketing de Ouais. l'authenticité. Et c'est difficile même, tu vois, même pour moi, à titre perso, très, très, très simplement, de à quel moment c'est vraiment vrai, à quel moment j'utilise enfin, ça Mm, te fait partir en cacahuète. Parfois, je crois qu'il vaut mieux ne juste pas se poser de questions et que c'est là où c'est vraiment vrai. Enfin, tu vois, ouais. quand tu n'as pas la question qui arrive. Mm, Parce que des gens pour interpréter comme ci, comme cela, t'en auras toujours. Et oui, parfois ça se ressent et parfois c'est hyper, ça passe de source. Voilà. Comme dirait ma psy, il faut lâcher le besoin de contrôle, parce qu'on pourra jamais contrôler comment les gens vont accueillir ce qu'on va faire. Ah, clairement. Oui, ça c'est l'une des grandes aventures de l'entrepreneuriat avec Mm. tout ce que ça comporte, clairement. Est-ce que tu as une citation qui te porte au quotidien? Une petite phrase que tu te répètes?
Alors, non, j'ai pas vraiment, non, j'ai pas vraiment de mantra au quotidien. Par contre, j'en ai noté une en début d'année scolaire, parce que je fonctionne encore en année scolaire, que j'ai trouvé ça chouette. Je l'ai noté dans mon agenda. Le succès, c'est de vous aimer vous-même, d'aimer ce que vous faites et d'aimer comment vous le faites. Voilà. Euh, Merci. voilà. J'ai trouvé Trop bien. ça chouette. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais trois sources d'inspiration, peut-être des femmes entrepreneurs aussi, que tu aimes suivre, que ce soit sur les réseaux ou voilà, X ou Y, ou sur YouTube ou quoi, Mmh. qui t'aident, que peut-être aussi qui pourraient venir sur le podcast partager leurs aventures? Alors, ma première source d'inspiration, je pense pas qu'elle viendra sur le podcast, c'est ma mère. Hmm. Euh, Parce que ma mère a elle-même repris ses études quand on était petit avec mon frère. Et, euh, et elle a plusieurs fois changé de métier. Alors, changé de métier, mais elle est toujours restée dans la même branche quand même. Donc, mais du coup, ça m'a enlevé une énorme pression parce que quand je me suis lancée enfin, quand moi je devais réfléchir à mes propres choix professionnels, ne serait-ce qu'au brevet des collèges à 14 ans, quand on demande ce que tu veux faire plus tard, j'avais pas cette pression de me dire, ah, il faut que je choisisse un métier pour toute la vie. Je me dis, bah, Hmm. un métier pour commencer et après on verra. Et, J'adore. et puis, bah, c'est ma meilleure source de conseils, ma mère. Enfin, voilà, c'est, c'est ma psy gratuite, parce qu'il y a celle que je vais voir. Et Je puis, des fois, il comprends, y a ouais. ma mère que j'appelle en mode drama queen. Et alors que je viens d'avoir 37 ans, voilà, elle a toujours cette parole juste. Elle sait me secouer quand il faut et elle sait me coucouner quand il faut. Elle arrive à dissocier Pauline, sa fille, de Pauline, la personne qui lui demande conseil, et c'est assez puissant, je trouve. Ensuite, en inspiration, euh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup en source d'inspiration. Oh là là, qui choisir, ça serait compliqué. Euh, je sais qu'en créatrice de contenu, j'aime beaucoup ce que fait Claire Seller, de Seller du Temps, parce qu'elle a une démarche écologique hyper engagée et hyper réfléchie. Et toutes ses vidéos, c'est pas que des astuces, c'est des graines et des pistes de réflexion. Et je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette ce qu'elle fait, que ce soit en termes de fond ou de forme. C'est quelqu'un de très inspirant qui m'a moi-même inspirée. C'est grâce à ses partages que j'ai pris un vélo. C'est grâce à ses Hmm. partages que j'ai changé de banque. Euh, Voilà, c'est vraiment pas. En fait, elle va pas te faire un simple post sur les avantages du vélo. Elle va te dire vraiment enfin, en quoi c'est politique de prendre son vélo et quel est ton pouvoir. Comment, à un moment donné, bah, en fait, nous tous, à notre échelle, on pourra faire basculer les choses. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup son approche. T'as plein de marques qui essayent de faire les choses bien et qui essayent de repenser tout. Je pense à Guillaume Jouffre qui a créé sa plateforme de voyage Gringo, enfin de voyage, d'hébergement touristique Gringo pour ramener la souveraineté en France parce que Airbnb c'est chouette, mais l'argent il va pas en France. Il rémunère de façon plus éthique que Airbnb les autres. Il y a plus de valeur engagée. Ils essaient de sélectionner des hôtes qui ont mais même des fois, c'est la base, hein, une isolation thermique qui nettoie avec des produits naturels, voilà, qui ont une démarche, alors plus ou moins engagée selon les hôtes. Et maintenant, ils peuvent te faire je sais qu'ils ont un calculateur de CO2 sur leur site pour justement t'aider à privilégier des façons de voyager plus responsables, mais voilà, pour pas mal questionner. Après, en marque de mode éthique, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup qui font, qui essayent de faire les choses au mieux. Je pense à la marque enfin, les Sublimes, là, de Anne Tesser, où vraiment, c'est des très beaux produits qui sont durables, qui sont vraiment pensés comme pièces de dressing intemporel, qui sont, je sais, enfin, qui sont ultra bien coupées, où vraiment elle fait, enfin vraiment tout est réfléchi, la matière, comment c'est fait, etc. C'est vraiment chouette.
Et oui, ce sont des pièces qui sont pas données, mais vraiment, je vous promets que c'est un investissement. Enfin, moi, je sais que typiquement, sa jupe en jean, c'est la jupe en jean parfaite. Elle est hyper bien coupée, elle tombe bien, elle ne tourne pas, elle ne remonte pas, elle ne se baisse pas. Et j'en ai qu'une de jupe en jean, mais elle me suit sur les 4 saisons, quoi. Donc ouais, il y a voilà, beaucoup de Génial. personnes. Si tu as d'autres idées, tu me les enverras et Ouais, puis je les lis dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous aurez plein de ressources, plein de chouettes marques, de chouettes concepts aussi à découvrir. Voilà, merci beaucoup Pauline pour tout ce que tu nous as partagé, toute cette transparence, toute cette inspiration, ces explications aussi de comment tu vis ton métier et ces bons conseils aussi qu'on peut se réapproprier, quel que soit notre univers et nos engagements également. bah, merci à toi pour cet espace et ce très chouette échange. À bientôt! Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.